connaissance de soi. Le premier point essentiel, et j'aime beaucoup cette diapositive, c'est un lion en cage et un pingouin dans le désert. C'est assez facile de rapidement se dire que ils n'ont rien à faire ici et qu'il y a un problème dans les deux cas. Et c'est faux de dire que le lion va finir par s'y faire à sa cage et que le pingouin, avec un peu d'effort, il va bien finir par accepter la chaleur. Même si malheureusement, je crois qu'il y a une petite forme de réchauffement climatique et les ours polaires et les pingouins galèrent un peu, mais on est loin aussi du contexte du désert. Le lion, il vit une frustration énorme. Et on a beau dire au lion, mais tu sais, vas-y, t'es derrière ta cage, souris, c'est une prison dorée, quelque part, regarde, on te donne à manger sans que t'aies besoin de forcer, et en plus, bah, t'es là parce qu'il faut faire plaisir aux gens qui ont payé une place au zoo pour te voir en cage. On est d'accord que au niveau de l'épanouissement du lion, on n'y est pas trop trop. Le pingouin dans le désert, on pourrait lui dire, mais allez, vas-y, accroche-toi, tu vas finir par t'y faire, mets-y un peu du tien, allez, courage. Parce qu'après tout, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on progresse. Pour moi, c'est scandaleux de dire ça. Je suis désolée, mais c'est faux de dire qu'il faut accepter la frustration parce que c'est ce qui va permettre à un moment donné de progresser et qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort pour exceller. C'est une débilité absolue et j'aime casser justement les schémas des fausses croyances limitantes qu'on vous met. Parce que sortir, alors je dis pas qu'il ne faut jamais, pardon, c'est pas ce que je dis, mais le tout le temps. Le sortir de sa zone de confort, il n'y a rien de plus anxiogène et c'est la meilleure façon de ne pas s'inscrire dans une performance et un accomplissement durable. Imaginez si vous courez à 12 km heure et que tous les jours, je viens sonner à votre porte tous les matins et je vous dis maintenant, on va courir 1 heure tous les jours à 20 km heure. Il faut que tu sortes de ta zone de confort pour progresser. Vous êtes d'accord que le seul résultat que vous allez obtenir, c'est ni plus ni moins que de vous casser les dents, vous râper les genoux parce que c'est pas adapté du tout et c'est peut-être même pas adapté à votre morphologie. Vous allez peut-être même finir par vous blesser, vous écœurer et rien qu'à l'idée d'enfiler des running va devenir une horreur. À l'inverse, si je vous dis, OK, on va courir tous les jours à 4-5 km heure, rapidement, vous allez vous embêter, voire même, votre corps va devoir créer des adaptations et vous risquez aussi de vous blesser, notamment parce que vous avez créé de la résistance à la foulée et c'est pas forcément bien. Au travers de cet exemple, ce que je veux dire par là, c'est que n'allez pas toujours dans les frustrations, n'allez pas toujours dans les excès en pensant que ça va finir par le faire et que c'est la meilleure façon de vous éteindre. Alors après, il y a des cas particuliers. Vous courez dans une forêt, il y a un ours affamé qui sort des bois. Je pense que de sprinter pour éviter à l'ours, d'être mangé par l'ours, ça peut s'avérer. Mais c'est pour faire face à une situation ponctuelle et sincèrement, mettez-vous vite à l'abri. Mais vous n'allez pas tous les jours faire des footings dans des forêts d'ours affamés, parce qu'à un moment donné, je pense que vous allez voler en éclats et le stress est énorme. Dans votre vie, c'est exactement la même chose. Oui, parfois il faut forcer, mais parfois il faut savoir justement être pile poil dans sa zone de potentiel optimal. Et ce qui différencie un athlète amateur d'un athlète professionnel, quand on les regarde s'entraîner, l'athlète amateur, il est tout le temps à bloc. Et à chaque fois qu'il fait un entraînement, je vois par exemple en triathlon, limite, il se met carpette sur la piste, il s'arrête pour vomir tellement il a tout donné. Alors que en sport de haut niveau, nous, en réalité, on ne s'entraînait que un tiers du temps à fond. Notre quotidien, c'était 2 à 3 entraînements par jour, 340 jours par an. Donc, ce qui représente 15 à 16 séances par semaine. Sur ces 15 à 16 séances par semaine, on ne peut pas être à fond tout le temps. Parce qu'on va se cramer, tout simplement. C'est inhumain. En réalité, on n'a qu'un tiers des entraînements à fond. Et c'est pas moins j'en ai, plus faut que je le fasse à fond, c'est stratégique. Et tous les entraînements ont une importance. C'est pas de dire, bah tiens, je vais faire que ça où il y a à fond et les autres pas la peine. C'est juste que les autres viennent en entraînement de soutien, soit d'assimilation ou de préparation de l'organisme aux séances clés. Et on s'amuse pas à être à fond partout et nulle part. Donc l'idée, c'est exactement ça. C'est choisir les moments où il faut mettre de l'impact et les moments où finalement il faut être dans ce qu'on appelle une zone de confort. Et malheureusement, c'est rigolo parce que ce mot-là a une connotation négative, alors qu'en fait, si on a décortique enfin, si on analyse la zone de confort, c'est l'utilisation optimale de son potentiel pour évoluer et progresser sans risque, mais tout en propulsant aussi ses projets. Alors, on va pas rester sur un lion, un pingouin, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se situe. En fait, un être humain, c'est ça. Il a ses ressources et il a ses comportements. C'est deux choses vraiment très distinctes, ressources, comportements. Et il y a plein de gens qui justement, alors soit n'ont pas conscience de leur potentiel, donc ils agissent sans trop savoir ce qui marche. Parfois même, on leur a dit qu'il fallait combler leur faiblesse, donc ils ont
un souci là-dedans et on se dit, bah tiens, je vais compenser. Alors c'est complètement débile, soyons très clairs. C'est comme si vous reprochiez à un gardien de but de pas marquer de but. Allez, va marquer des buts parce que t'es un peu nul au marquer des buts. Bah non, lui, ce qui kiffe, c'est le gardien, voire même, il a même organisé sa défense pour utiliser ses points forts lors bah, de phases d'attaque de l'équipe adverse. Donc déjà, c'est la première chose. Ou alors, parfois on a des gens qui disent, putain, mais je me connais, mais j'arrive pas à utiliser mon potentiel. Je sens que j'ai un décalage entre qui je suis et ce que j'arrive réellement à produire ou produire alors soit en situation normale ou en situation de stress. Et cette sensation de gâchis de potentiel. Moi, c'est ma plus grande peur, très sincèrement, c'est de ne pas accomplir mon potentiel. Durant ma carrière, c'était pas peut-être bah je savais pas si être numéro 1 mondial, numéro 10 mondial, ça m'était égal. Je me dis pourvu que j'arrive à avoir la sensation d'avoir utilisé pleinement mon potentiel, c'était juste ça que je voulais. Et pareil aujourd'hui dans ma vie, par rapport à mon entreprise, par rapport à ma vie de femme, à ma vie de maman, c'est je veux vraiment être moi et avoir cette sensation d'utiliser pleinement mon potentiel. Le résultat, ça donnera ce que ça donnera, mais au moins cette sensation que je suis la meilleure version de moi avec bah, mes habiletés à moi. Donc, vos ressources, c'est vos motivations, c'est votre organisation interne. Comment est-ce que vous fonctionnez, ce qui vous anime, vos besoins fondamentaux à assouvir. Vos comportements, c'est comment vous vous comportez et comment ce que vous montrez en fonction de votre environnement. C'est pour ça, c'est vos actes au quotidien. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier l'un et l'autre. Ça sert à rien de dire, voilà, moi je suis comme ça, comme ça. Bah ouais, mais si t'arrives pas à l'exprimer, ça sert à rien. Et ensuite, ça sert à rien de dire, ouais, mais regarde, je fais ça, je fais ça. Bah ouais, mais si tu n'es pas connecté à quitter, tu vas de toute façon voler en éclats. Donc on ne dissocie jamais les deux. Et il y a plein de gens qui ont fait des tests de psychologie ou autre. On leur dit bien qui ils sont. Alors là, avec une marge d'erreur aussi possible entre qui je suis, qui je prétends être, qu'est-ce que je projette être, qu'est-ce que je refoule être. Donc déjà, il y a un peu cette marge d'erreur quand même. Mais concrètement, une fois qu'ils ont passé ce test, ouais, et concrètement, j'en fais quoi? Et là, c'est exactement ça. Nous, l'avantage, c'est qu'avec ce test psycho-comportemental, on a les ressources et le comportement et on ne dissocie pas les deux, justement. Alors, pour comprendre un petit peu comment fonctionne votre cerveau, essayez de voir par rapport à un projet, vous avez toujours une porte émotionnelle et une porte rationnelle. Vous avez les deux. Quelle est votre porte d'entrée? Par exemple, quand vous rentrez dans une maison, vous rentrez par une porte, vous regardez par la fenêtre. Si vous rentrez par la fenêtre dans une maison, c'est soit vous avez paumé vos clés, soit c'est pas chez vous, donc auquel cas, ça craint. Mais dans l'idée, face à un projet, est-ce que vous avez besoin de connecter sur avoir de la relation, du ressenti, des émotions, pour ouvrir sur de la logique, pour comprendre, avoir un raisonné et vous baser sur des faits? Ou est-ce que, clac, vous êtes à l'inverse? Est-ce que vous avez besoin de rationnel, de pragmatique, de résultats, de faits concrets pour ouvrir derrière sur peut-être une porte plus émotionnelle et ouvrir un petit peu les émotions. Vous avez les deux. La pire chose, c'est de fonctionner à l'envers. Donc, passer par la fenêtre pour ouvrir la porte, c'est un peu con-con, hein, on le reconnaît. Ou alors, de rester enfermé dans une des portes. Et si vous êtes bien aligné, théoriquement, la fluidité, elle se fait d'un à l'autre et vous avez besoin des deux. Ensuite, si on prend ce côté-là, on a aussi le côté instinctif et réfléchi. Face à un projet, il y a des gens qui ont besoin de structurer les choses pour avoir de la vision. Et il y a des gens, c'est l'inverse, ils ont besoin d'avoir une vision pour structurer. Il y en a qui ont besoin de précis pour arriver vers une vision globale, et il y en a qui ont besoin d'avoir une vision globale pour enfin arriver à structurer. Pareil, vous avez les deux face à un projet, dans quel sens est-ce que vous fonctionnez? Une fois de plus, la pire des choses, c'est que vous êtes quelqu'un qui a besoin de poser les choses et on vous interdit de le faire, c'est à un moment donné fonctionner à l'inverse et c'est bah, anxiogène et finalement vous êtes totalement inhibé et face à un projet, bah, vous allez soit procrastiner, soit ben, ça va vous paraître un petit peu plus complexe. Évidemment, quand on cumule les deux, on utilise ce qu'on appelle le cerveau limbique et le cerveau cortical. Donc on utilise vraiment toutes les zones du cerveau pour arriver à faire activer tout le monde. Et il faut que tout circule. On évite de se dire, voilà, moi je suis qu'un rationnel structuré, je suis comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et moi c'est comme ça que ça marche. Bah ça, typiquement, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas et ou quelqu'un qui crée une résistance au fait d'ouvrir. Et il se tue son potentiel. Parce que face à un projet, alors là, c'est des exemples de clients, je crois que vous pourrez télécharger le support après, mais c'est de montrer voilà, des différents cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que face à un projet, vous avez toujours un quoi, vous avez toujours un pourquoi, un qui et un comment. Pour mener à bien n'importe quel projet, de monter une start-up, de monter en compétence, vous êtes collaborateur, vous allez passer manager, de partir en vacances, d'organiser une fête ou autre, vous avez toujours besoin d'un quoi
l'objectif, la stratégie, la prise d'initiative, la confiance en soi, avoir un objectif bien défini, un pourquoi, quelque chose qui va donner sens à ce que vous faites, une partie créativité, une partie adaptabilité à l'environnement. Vous avez besoin d'un qui, c'est-à-dire de rassembler des ressources autour aussi de valeurs communes. Et ensuite, vous avez besoin d'un comment pour arriver à structurer, avoir la planification. Vous avez besoin des quatre. Après, il y a des ordres préférentiels. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en priorité? Et là, on le voit, chaque individu a un système privilégié. C'est des ressources très présentes. C'est son levier motivationnel. Donc, dans ce cas, est-ce que voilà, votre porte d'entrée, c'est le quoi, le pourquoi, le qui ou le comment? Peu importe, vous avez forcément une des portes motivationnelles. Ensuite, vous avez un point d'appui et un deuxième point d'appui, c'est ce qui va venir renforcer, et ce qu'on appelle un délaissé. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas, ça veut juste dire que ce n'est pas votre priorité. Il y a des gens, rassembler des communautés ou être en groupe, c'est pas leur priorité. Il y en a, c'est leur besoin fondamental. Il y en a, avoir quelque chose de structuré, d'organisé, c'est une clé fondamentale pour démarrer n'importe quel projet. C'est ce qui va permettre d'ouvrir la créativité ou la prise d'initiative ou le fait de se rapprocher des autres. Il y en a pour qui le comment n'est pas très important. Et c'est pas pour ça qu'ils ne réussiront pas. C'est juste qu'il va falloir d'abord activer les autres portes avant d'arriver à celle-ci. Et si je prends l'exemple, si vous êtes par exemple à votre compte et que vous devez communiquer sur les réseaux sociaux, selon votre profil, on va justement établir un plan d'action qui vous permettra de durer en fonction de si c'est votre quoi, votre pourquoi, votre qui ou votre comment qui est majoritaire. Je vais vous expliquer un peu plus ça en détail. Moi, j'aime bien prendre cet exemple avec un cadenas. Imaginez, vous avez un cadenas à quatre composantes, c'est quatre couleurs. Ces quatre couleurs-là, pour que le cadenas s'ouvre, vous êtes d'accord que ça sert à rien d'avoir les quatre couleurs si elles sont pas dans le bon ordre. C'est comme, voilà, si vous n'avez pas les bons numéros dans le bon ordre, ça fait rien du tout. Et ben là, il va falloir que vous mettiez les quatre couleurs dans le bon ordre pour que le cadenas s'ouvre. Si vous inversez les couleurs, le cadenas il s'ouvre pas. Donc en fait, si on prend que le cadenas c'est un individu, il a besoin d'avoir ses couleurs dans le bon ordre. Donc ça va donner plein de combinaisons en fonction des individus. Si on aime les mathématiques, c'est ni plus ni moins que des probas, avec P de n égale n factoriel. Donc factoriel, là on a quatre combinaisons, on a quatre chiffres. Donc en fait, ça fait 24 possibilités de combinaisons de couleurs. J'avoue que ce serait encore trop simple de dire qu'il existe 24 types de comportements, puisque justement, il y a des intensités aussi, c'est ce que je vais vous montrer derrière. Il y en a qui ont un fort besoin là-dedans, et là c'est un peu plus dilué, il y en a c'est un peu plus dilué, et ensuite voilà. Donc chaque personne est différente, et en réalité, selon les intensités et les équilibres des ressources, il y a une infinité de caractéristiques possibles. C'est infini en fait. Et c'est pour ça aussi, c'est ce qui vous rend unique, déjà par rapport à votre histoire et ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à votre mode de fonctionnement. Dans votre mode de fonctionnement, il y a une part innée et il y a une part acquise, et on verra justement qu'à un moment donné, attention à ne pas être dans des suradaptations permanentes. Donc si je reprends, là j'ai pris le profil, alors j'ai pris trois femmes, pas loin de moi l'idée de faire du féminisme, mais ce que je voulais, c'est je voulais trois femmes, plus ou moins du plus ou moins du même âge, plus ou moins également du même chiffre d'affaires. C'est trois entrepreneurs pour être transparente. Alors, j'ai pas pris le salarié, mais ça marcherait exactement de la même manière, ça change strictement rien. De même âge, même secteur, enfin secteur similaire, pour justement comprendre que j'ai trois profils similaires et elles ont quasiment le même chiffre d'affaires. C'est ça qui est assez rigolo. Donc, on pourrait aller dans les similitudes. Et ce qui crée l'alignement de ces personnes-là, c'est qu'elles ont toute une manière de fonctionner. Vous pouvez voir, il y a les traits épais, les traits plus fins et ainsi de suite, qui sont finalement leur porte motivationnelle. Et on peut voir que dans le premier cas, on a une personne qui justement a besoin d'un côté très stabilisant pour ouvrir sur le reste. C'est quelqu'un qui a besoin de structurer, donc le comment, pour rassembler des gens avec le qui et donner du sens. Dans le second cas, et après, derrière, évidemment, elle a le quoi, mais ce n'est pas son facteur motivationnel numéro un. Le quoi et la prise d'initiative viendra une fois qu'elle aura validé un système qui fonctionne, où elle rassemble du monde autour d'une valeur commune et d'un vrai pourquoi. Dans le deuxième cas, on a quelqu'un qui est beaucoup plus à l'inverse, on pourrait dire presque, qui fonctionne dans l'aspect très dynamique des choses, très intuitive. C'est quelqu'un qui a besoin d'une carotte pour créer du sens et enfin structurer. Il n'y a pas un besoin fondamental de rassembler les ressources. Tant pis si c'est solo, mais ce qui compte, c'est voilà, d'arriver à avoir un objectif bien défini qui fasse sens pour le structurer. Et enfin, dans le dernier cas, on a les profils diagonales. C'est quelqu'un qui a besoin de rassembler pour amener les gens vers un objectif commun et enfin de le structurer. Il n'y a pas besoin sans cesse d'être un pourquoi, d'avoir du sens dans tout, d'innover en permanence. Ces trois profils-là,
Il y en a pas un qui réussit mieux, qui réussit moins bien, qui est plus heureux, moins heureux. La chose qui conduira à votre malheur, c'est de fonctionner à l'inverse de votre cadenas. C'est-à-dire le cadenas s'ouvrira pas, donc imaginez le cadenas, c'est votre potentiel. Et enfin, on va même plus loin, parce que ce serait trop simple. On voit qu'à l'intérieur, là c'est des vrais cas hein, pour le coup, on voit des taches grises. La tache grise, c'est la ressource et le potentiel de l'individu. Et si vous prenez par exemple l'exemple du cas du milieu, la personne a très peu de ressources sur deux points. Alors j'ai enlevé les nominations pour pas que ça brouille et la compréhension et que ça fasse, que ce soit pas du tout digeste. Il n'y a pas de ressources dans un point, mais il y en a aussi dans d'autres. Donc dans le délaissé, on peut aussi avoir des ressources. C'est ça vraiment je veux dire. Dans le dernier cas, vous pouvez voir qu'aussi la partie pourquoi n'est pas la priorité, mais on voit malgré tout des ressources qui parviennent aussi à s'exprimer dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a une complexité finalement dans l'humain. Et je déteste, comme je vous dis, le développement personnel qui te dit, voilà, pour réussir, tu fais ça, 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 tu t'y prends comme ça, comme ça, comme ça, et ça ira. C'est bien, ça donne de bonnes bases, mais ça a rapidement et très rapidement sa limite aussi. Donc ensuite, on va aussi étudier le comportement. Donc c'est la trait rouge que vous pouvez voir comment la personne se comporte à l'instant T. C'est comme un peu une photo versus vidéo. Quand on fait un geste comme ça, ok, si vous prenez la photo à cet instant T, je suis là, mais vous avez aucune idée si je fais ça ou si j'ai prévu de me caresser l'épaule. C'est juste que c'est une photo à l'instant T du comportement et c'est ça qui nous intéresse parce qu'on va essayer d'éviter les frictions entre des trop gros décalages entre ressources et comportement. Je sais que c'est pas forcément évident à tout comprendre. J'ai essayé vraiment de simplifier les choses. Évidemment, l'idée, c'est que si vous voulez qu'on aille plus loin, on pourra aller plus loin. Je pourrais vous expliquer et vraiment l'individualiser pour vous. Vous inquiétez pas. Ensuite, forcément, on crée une analyse parce que ça sert à rien de dire voilà, t'es comme ça et bah voilà. On analyse et on crée un plan d'action. Et là, finalement, bah on a plein d'indicateurs qui apparaissent. L'Equinox, c'est un outil qui est psycho-comportemental, hein, qui regroupe plusieurs sciences comme tout ce qui est le MBTI, tout ce qui est la process com, tout ce qui est le Enneagram, ça reprend un petit peu tout ça. Et c'est surtout voilà que c'est plus de 12 ans de recherche pour arriver à créer cet outil-là. C'est pas moi qui l'ai créé, je précise, mais voilà, j'ai été certifiée et moi c'est l'outil qui m'a paru le plus le mieux. J'en ai testé plein, j'ai été formée à plein d'outils, mais je me suis dit au moins enfin un outil qui te met qui tu es vraiment et comment tu te comportes, donc qui prend en compte les deux, mais qui ne les dissocie pas, qui arrive à bien m'expliquer deux, qui les fait travailler ensemble et qui derrière peut nous permettre de proposer un plan d'action adapté à l'objectif de la personne et à la personne qui elle est vraiment. Donc on peut voir justement les niveaux de performance qui sont possibles ou difficiles, et s'ils sont difficiles, hop, on réajuste. Là, on sait pas, par exemple, je pense qu'à là, mais il y a un risque de surchauffe à 82%, ce qui signifie clairement que voilà, c'est un profil sur lequel il va falloir vérifier que la surchauffe ne dure pas trop longtemps. Voilà, on a aussi ce qu'on appelle un petit peu les comportements excès, les courbes que vous voyez en dessous. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de tout, mais vraiment, moi j'adore cet outil-là parce qu'il permet de remettre l'humain au cœur du projet et d'optimiser le potentiel de l'humain pour avoir un accomplissement qui soit durable dans le temps. Alors, la clé numéro une, ce qu'il faut retenir, c'est un quoi, un pourquoi, un qui et un comment à mettre dans le bon ordre et que chacun fonctionne différemment avec une part innée, une part acquise en nous. Parfois, on pose la question si dans le temps, on change. Je pense pas qu'on change fondamentalement si votre truc, ça a toujours été d'être un créatif ou au contraire d'être quelqu'un qui adore fédérer les gens ou quelqu'un qui adore organiser. Généralement, c'est que c'est en vous. Par contre, ce qu'on a avec le temps, c'est qu'on a une meilleure utilisation de nos ressources et on a moins de résistance à devoir justifier qu'on est comme ça ou se bagarrer avec qui nous sommes ou qui ne nous sommes pas justement. Donc plus on utilise ses préférences cérébrales, plus on a une meilleure utilisation de son potentiel, on a une efficacité dans chacun des projets. Moi je vois beaucoup la performance aussi comme quelque chose de puissant et de fluide. C'est-à-dire qu'en gros, si on est toujours dans la résistance, ça brise. Ensuite, c'est de réussir à oser, la prise d'initiative, la prise de décision est beaucoup plus facile. Et puis, ben, on baisse le stress et la charge mentale puisqu'on est réellement nous, réellement aligné et on peut très facilement réaligner. J'appelle ça un peu une boussole en quelque sorte.